Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur René Naba, journaliste, essayiste, écrivain libanais et surtout très bon analyste du monde arabo-musulman. Monsieur Naba, bonjour. Bonjour, je suis très honoré de figurer sur un plateau qui est celui d'un continent qui m'est très cher, l'Afrique. Nous sommes honorés également de vous recevoir. Nous sommes à un an, grosso modo, du déclenchement des révolutions arabes. Un an après, quel regard portez-vous sur ces événements et quel bilan en faites-vous? J'étais au départ très concerné et au final très consterné. On est parti d'un soulèvement populaire libératoire et puis il y a eu un printemps en plein hiver, l'hiver le plus glacial de la décennie. Les Arabes ont réussi à forger un printemps et il se termine dans une glaciation réfrigérante et consternante par le cours des événements. Vous avez parlé d'une véritable cécité pour expliquer le fait que les pays occidentaux n'ont pas vu venir ces événements. Comment expliquez-vous cette cécité, cet aveuglement? Mais il y a deux raisons majeures. D'abord, il y a cette diplomatie parasitaire qui fait que, au moment en plein soulèvement arabe en Tunisie, au Maroc et en Égypte, il y avait 50 personnalités de premier plan qui étaient en vacances à titre gracieux auprès des hôtes arabes. Et puis il y a 5 siècles de rôle prescripteur de l'Occident, de domination absolue de l'Occident sur le reste de la planète et de son rôle prescripteur, de sorte qu'il décrète, ils ne perçoivent pas les pulsions du monde arabe, ils les prescrivent. Toi, tu es démocrate, toi, tu es terroriste, selon les intérêts. Donc une espèce de condescendance aussi, peut-être? Paternalisme? Un péché d'orgueil qui va leur coûter très cher, parce qu'on est en phase déjà de relégation de l'Europe en crise systémique, et l'Amérique suit. Ce qui fait qu'on explique ultérieurement la prise en charge par les États arabes de la répression des révolutions par les pétromonarchies. Et pourquoi vous parlez d'un hiver réfrigérant? Vous semblez vraiment presque désappointé par la tournure qu'ont pris ces printemps arabes. Parce que, curieusement, toutes les révolutions ont lieu sur la rive républicaine et méditerranéenne du monde arabe. Et il y a un destin, est-ce que c'est le bon Dieu qui le veut, parce que c'est des pétromonarchies hyper religieuses? Les flammes se sont arrêtées sur le pourtour du golfe pétromonarchique, comme si la zone pétrolière n'est pas inflammable. Comme si ces flammes avaient été arrêtées volontairement? Les Occidentaux ont été pris de court par les soulèvements d'Égypte. En fait, ils n'auraient pas dû l'être, parce qu'entre 2005 et 2010, il y a eu 5000 grève, occupation d'usines, et Moubarak a eu 14 tentatives d'assassinat, au total 20 coups d'État ou d'assassinat en 30 ans de pouvoir, c'est-à-dire un coup de force tous les 18 mois. Mais on sait la cécité occidentale, parce qu'ils avaient prescrit qui était le meilleur barrage pour la démocratie, lui, comme Ben Ali. Curieusement, le meilleur barrage contre l'islamisme a été se réfugier dans le foyer de l'intégrisme. On n'est pas une contradiction pré-occidentale. Et donc, ils ont repris l'élève et il a fallu absolument briser le cours des événements. On s'est emparé de la Libye, objectivement, depuis février. D'abord, ils prêtaient le flanc à une opération et à ce moment-là, on s'est engouffré dans la brèche et c'est l'OTAN qui a voulu faire une ingérence humanitaire. Un pacte atlantique, faire une ingérence humanitaire. Je vous dis, il faut prendre les Occidentaux dans leur propre analyse et les renvoyer à leur propre face et vous verrez leurs contradictions. Mais vous parlez de la guerre civile libyenne. Est-ce qu'elle n'a pas sonné paradoxalement le glas de ce printemps arabe, avec l'intervention justement de l'OTAN et le retour d'une certaine réelle politique des grandes puissances occidentales? Je vais remettre ça dans une perspective plus large, si vous m'autorisez. Bien sûr. L'Amérique se retirait de l'Irak, 3 000 milliards de dettes, épuisé économiquement, sa notation économique reléguée. Par la suite, ce sera la France et l'entrée dans une crise économique systémique. On a confié à leurs serviteurs arabes la tâche de faire la police avec la force militaire occidentale. La Libye a été confiée au Qatar. Le Qatar, qui a 5000 soldats et 5000 mercenaires, commande une coalition de 11 pays regroupant la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. 6000 ogives nucléaires. Le Qatar commande une armée de 6000 bombes atomiques, alors qu'il n'a que 5000 soldats. C'est le nouveau Feldmarschall du monde arabe, que ça ne s'est jamais vu. Le Qatar on l'a chargé de la Libye parce qu'il y a des problèmes pétroliers. Et il fallait réhabiliter Sarkozy, qui s'était complètement fourvoyé avec Alliot Marie
sur la Tunisie et l'Égypte. Après tout, l'Égypte et la Tunisie, c'était les deux piliers sud du projet de l'Union pour la Méditerranée. On l'a confié au Qatar, qui abrite la base du CENTCOM, le Central Command, c'est-à-dire sur 11 000 km², vous avez 2500 km, le quart du territoire bénéficient d'une extraterritorialité. Ils sont confiés aux États-Unis, qui abritent 60 avions bombardiers, chasseurs bombardiers, et 30 000 soldats. C'est dire la marge de manœuvre et les dépendances du Qatar. Donc, le Qatar, qui abrite la base du CENTCOM, va gérer le conflit libyen, et Manama, Bahreïn, qui abrite le quartier général de la marine américaine, on va lui confier dans 2 jours la charge de gérer le conflit syrien. C'est-à-dire, les pays qui sont le plus sous tutelle américaine seront chargés de la gestion des révolutions. Oui. Les régimes les plus rétrogrades avec l'Arabie Saoudite. A signalé que le Qatar abrite est le propriétaire d'Al Jazeera, donc avec toute la force de frappe médiatique, et Bahreïn va être le siège du nouveau quartier général de la nouvelle chaîne transfrontière rivale du Qatar, Rotan arabe, du prince Walid Ben Talal, qui va être inauguré cette année. Nous aurons donc les deux grandes bases américaines, terrestres, aériennes et navales, le Qatar et Bahreïn, avec 2 grands vecteurs transfrontaliers arabes qui sont chargés de gérer la gestion d'un pays comme la Syrie, qui a mené 4 guerres contre Israël, alors que les autres étaient encore sous protectorat bonique à manger de lait de chamel et des dattes. C'est dire. À propos de la Syrie, est-ce qu'il n'y a pas comme des relents de guerre froide dans cette crise, avec les États-Unis qui poussent à la sanction et la Chine et la Russie qui opposent leur veto au Conseil de sécurité? La Syrie est le dernier pays du front du refus avec l'Algérie. Oui. On a démantelé l'Égypte par le traité de paix et l'enlisement de Moubarak. L'Irak, on l'a démoli. Je me rappelle très bien à l'époque, Dominique Strauss-Kahn disait, du temps, avant Nafissatou, il disait « Ah, on s'est trompé de cible, c'est pas l'Irak, il faut taper l'Iran ». Déjà, il préparait. C'est une interview conjointe avec Nicolas Sarkozy à l'époque. Et maintenant, on va s'abattre sur la Syrie. Le problème, c'est que l'Amérique s'est retirée de l'Irak, sans contrepartie. C'est devenu une zone d'influence iranienne. Israël a échoué à mettre au pas sur ces 2 flancs le Hamas sunnite et le Hezbollah chiite. Donc on doit briser le maillon intermédiaire, le point focal de l'axe de la résistance. À partir du moment où on implose la Syrie, les voies du ravitaillement du Hezbollah seraient coupées, donc c'est quasiment fait. Donc à ce moment-là, on aura le plan de Sharon des années 80, la constitution d'une ceinture d'États vassaux avec une hégémonie protégée par les monarchies, la Jordanie et le Maroc, qui sont les alliés souterrains diplomatiques de l'État hébreu. Ça permettra de pérenniser les trônes au détriment des républiques. Et justement, vous parlez d'Israël. Quelle est la conséquence de ce printemps arabe sur ce conflit israélo-palestinien qui perdure? On a des effets contradictoires. Ça va remettre en difficulté, ça va démasquer d'abord l'impéritie des États arabes, l'Arabie saoudite, le Koweït, qui ont déposé un plan de paix en l'an 2000 à Beyrouth, et 12 ans après, il n'a produit aucun résultat. Sur le plan du conflit israélo-arabe au niveau global, cela va dépendre des résultats de l'épreuve de force en Syrie. Lorsque le roi d'Arabie saoudite d'ici l'Iran accède à la capacité nucléaire, moi dans la semaine je peux me doter d'une arme nucléaire, mon bon roi, tu aurais dû te doter d'une arme nucléaire il y a 20 ans ou 10 ans, modifier l'équilibre de force dans la région, obtenir une solution un peu plus équitable de la question palestinienne et libérer Jérusalem dont tu as la garde, qui légitimerait davantage ton pouvoir que l'OTAN et la VAX, et la protection rapprochée d'Israël de toutes les monarchies. Et question finale, Monsieur Naba, qui nous servira de conclusion. Certains analystes craignent que ce printemps arabe soit le moyen pour les États-Unis d'appliquer leur projet de redéfinition d'un grand Moyen-Orient. Ils n'ont jamais cessé de le... Oui, c'est quelque chose qui revient constamment. Mais le problème, c'est que leur projet a été entravé par la décapitation des principaux pivots de l'influence occidentale durant cette guerre contre le terrorisme. L'échec de la guerre de terrorisme, c'est que c'est une guerre qui a été faite contre une notion, pas contre un pays. La preuve, au terme de 10 ans de guerre contre le terrorisme, le plus grand acte de terrorisme s'est passé en Europe, dans la sphère occidentale, par un blanc, l'affaire d'Oslo, le carnage d'Oslo. Vous avez eu dans cette opération le commandant Machoud Shah qui a été éliminé, Benazir Bhutto,
Rafik Hariri, la Tunisie, le Maroc. Donc ils sont en train, avec l'aide des éléments les plus rétrogrades du monde arabe, d'essayer de reconquérir des positions perdues depuis 10 ans. Tout le problème, qui est un camouflet moral et majeur pour la diplomatie occidentale, c'est qu'ils aient recours à Al-Qaïda pour reconquérir des positions. Al-Qaïda, il faudra un jour leur poser cette question, si jamais vous avez quelqu'un par hasard de vos connaissances qui est dans Al-Qaïda. Comment se fait-il qu'ils aient mené une guerre de 10 ans en Afghanistan contre l'Union soviétique, qui était le principal pourvoyeur des pays arabes en armes et en matériel, et maintenant en Syrie, et jamais tiré un coup de feu en faveur de la Palestine. Je ne dis pas contre Israël, mais en faveur de la Palestine. Un tir de réjouissance, aucun. C'est la question centrale qu'il faudra poser des relations entre l'islamisme politique, l'Arabie saoudite et les États-Unis. Mais pour développer cette question, est-ce qu'il n'y a pas la volonté d'utiliser le printemps arabe pour développer un arc vert sunnite qui pourrait contenir l'Iran et le chiisme? C'est parce qu'il faut l'Arabie saoudite a toujours détourné ses adversaires. Elle les a occupés dans des guerres de diversion. L'Égypte nassérienne, dans la guerre du Yémen, ça a duré 10 ans. Nasser est arrivé en 67 fatigué, mais il avait renversé la monarchie yéménite. Puis ensuite, ça a été la guerre Irak-Iran. Sur l'autre flanc nord de l'Arabie saoudite, lorsque Saddam Hussein a terminé son boulot en fixant la révolution, une révolution chiite en plus, dans une zone pétrolière, on l'a liquidée. Maintenant, c'est le boulot de liquider On s'étonne que le régime alawite soit minoritaire, mais le Bahreïn aussi, il est sunnite à 20% et 80%. Le problème, c'est de la cohérence de la diplomatie. Le respect moral de la diplomatie occidentale viendra par sa cohérence. Or, moi, je pense que le veto russo-chinois à propos de la Syrie constitue le premier craquement majeur dans l'ordre unipolaire constitué depuis l'effondrement de l'Union soviétique et la mondialisation sous l'égide américano-israélienne et le néoconservatisme américain. Mais écoutez, Monsieur Naba, c'est sur ces mots que nous allons conclure cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'ai été très honoré de répondre à l'appel du continent africain. Vous en remercions. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site www.alcaratv.net.